En tant que stratégie d'intervention en santé mentale publique, l'intervention des pairs aidants peut se déployer à plusieurs niveaux, allant de l'accompagnement individuel de personnes souffrant de troubles mentaux ou du comportement jusqu'à l'action humanitaire internationale, en passant par les niveaux interpersonnels, organisationnels et communautaires. C'est ce niveau communautaire qui est particulièrement ciblé lors du Forum citoyen, en tant qu'événement public organisé avec la volonté d'influencer favorablement, par la sensibilisation et la mobilisation, certains déterminants sociaux du rétablissement dans ses dimensions autant physiques que mentales et sociales. Lorsqu'ils prennent publiquement la parole lors de tels événements, les pairs aidants s'offrent en exemple pour d'autres usagers qui ont besoin de modèles positifs pour réaliser qu'ils ont une force individuelle autant que collective. Pour les autres et pour les futurs usagers actuellement en bonne santé mentale, le partage que les pairs aidants font dans leur vécu en rétablissement permet de comprendre d'avance cette réelle possibilité du rétablissement en tant que trajectoire, soit par exemple de la sortie de l'hôpital au retour à la communauté et puis à une vie satisfaisante. À cette échelle, l'intervention des pairs aidants est donc autant une intervention de prévention, de promotion de la santé mentale pour tous, que de promotion et de défense des droits des usagers. Or, au nombre des droits et conventions internationales actuellement en vigueur pouvant être invoqués par les pairs aidants et leurs alliés dans leur plaidoyer pour des politiques et des systèmes de santé mentale axés sur le rétablissement, il y a la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous allons maintenant voir ensemble comment quelques-uns de ces articles peuvent servir de fondement juridique à des soins et services axés en santé mentale sur le rétablissement, donc avec des pairs aidants. L'accès à des soins et des services centrés sur la personne dans sa globalité citoyenne et non plus uniquement qu'axé sur la pathologie devient un droit lui-même précédé d'un ensemble de revendications sociales et sur lesquelles ce droit s'appuie. En effet, cette Convention des Nations unies est en large partie l'aboutissement de décennies de revendications portées par les personnes handicapées et à l'effet que rien ne devrait être décidé sur nous sans nous. C'est le célèbre slogan « Nothing about us without us ». Ainsi, cette convention relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voyons quelques-uns des articles. Article 26, adaptation et réadaptation. L'accompagnement offert par les pairs aidants est de plus en plus reconnu comme une mesure efficace fondée sur des données probantes pour favoriser l'inclusion sociale et le maintien dans la communauté. Ils sont un peu l'équivalent des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, se déplaçant en chaise roulante. C'est ce qui leur permet l'accès à la vie communautaire et il incombe à la collectivité et non à ces personnes elles-mêmes de rendre cet accès, disons, accessible. Les services des pairs aidants devraient donc être couverts et rendus plus universellement accessibles pour tous ceux qui en ont médicalement besoin. D'ailleurs, aux États-Unis, leurs services peuvent maintenant être remboursés grâce au Affordable Care Act, le fameux Obamacare. Article 25, santé. Tous les secteurs ne sont pas aussi conscients du caractère potentiellement discriminatoire de certains de leurs critères de programme. Il suffit qu'un secteur ne suive pas dans la chaîne des services gouvernementaux pour faire obstacle au rétablissement en tant que trajectoire multisectorielle et de réadaptation communautaire. Ayant déjà eu, personnellement, à se dépêtrer avec ces multiples procédures administratives et de programmes spécifiques qui ne sont pas toujours bien coordonnés les uns par rapport aux autres, les pairs aidants sont bien placés pour annoncer et prévenir les heurts et les possibles frustrations qui font souvent partie de ce dédale labyrinthique. Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. L'une des dimensions importantes du travail des pairs aidants est de voir au respect des droits individuels de leurs pairs aidés, en particulier lorsqu'ils sont sous ordonnance de traitement,
En France, on appelle ça l'hospitalisation d'office, ou en garde préventive, lorsqu'ils représentent un danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui. Ils peuvent aussi les accompagner dans leur démarche juridique et doivent donc bien connaître ses droits afin d'également aider la personne à faire valoir ses droits par elle-même. Au plan collectif, le fait d'être membre d'un groupe d'entraide légalement constitué ou de leur association professionnelle de pairs aidants est une autre façon d'exercer une capacité juridique. Par exemple, lors de la prise d'un vote qui peut avoir une portée légale lors d'une assemblée générale annuelle ou en conseil d'administration. L'accompagnement des pairs aidants vers de telles associations, autogérées par des usagers, vise aussi un tel objectif. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société. Vivre de façon autonome et non seulement rentable pour la société par opposition à l'hospitalisation, c'est un droit. Toutefois, pour être inclus en tant que concitoyen de la collectivité, il faut que celle-ci soit elle-même accueillante et inclusive. La transition de la marginalisation sociale à la pleine citoyenneté représente un défi de taille pour le système public de santé. Une approche qui se concentre uniquement sur les individus en traitement n'est pas suffisante pour assurer qu'ils réussissent cette transition. Ainsi, d'une part, l'intervention des pairs aidants au plan individuel représente une mesure d'accompagnement efficace vers leur établissement. D'autre part, en tant que membres de leur association professionnelle, les pairs aidants ont aussi, collectivement, la responsabilité sociale de contribuer à la lutte à la stigmatisation qui entrave ce droit à l'inclusion dans la société. Or, leur prise de parole lors d'événements publics, comme par exemple lors des forums citoyens en santé mentale ou ailleurs, est l'une des stratégies de lutte à la stigmatisation reconnues comme étant parmi les plus efficaces au plan social et communautaire. À plus petite échelle, soit auprès d'un individu en particulier qui pourrait être sujet à l'autostigmatisation, le père aidant personnifie l'espoir d'un possible et réel changement puisqu'il est lui-même un exemple inspirant de réussite et d'émancipation par rapport aux stéréotypes fatalistes. Donc, en bref, il faut faire davantage connaître la contribution sociale des personnes en rétablissement, ainsi que les valeurs et principes du rétablissement lui-même. Ceci peut être le fondement d'une stratégie de santé mentale publique pertinente s'adressant à tous et pas qu'aux personnes malades, les patients. Qui de mieux placé que les pairs aidants pour reconnaître et faire connaître ce potentiel?